Je m'appelle Margaret Harlow. La plupart des gens m'appellent Maggie. J'ai 68 ans, je suis une institutrice à la retraite, et pendant 31 ans, j'ai vécu dans la même maison blanche à Klein-sur-Elm Creek Road à Denton, Ohio. Mon mari, Gerald, a construit le porche arrière de ses propres mains. Il est décédé d'une crise cardiaque dans l'allée au printemps 2016. Et après cela, il n'y avait plus que moi, la maison, et le bruit du vent à travers les chênes qu'il avait plantés l'année de notre mariage. Pendant 3 ans après la mort de Gerald, je me suis débrouillé seul. J'avais ma pension, mon jardin, ma voisine Ruth, et suffisamment de bon sens pour savoir que la solitude et l'impuissance ne sont pas la même chose. Mais quand mon fils Daniel m'a appelé à l'automne 2019 et m'a dit que lui et sa femme Christine traversaient une période difficile financièrement, que son entreprise de sous-traitance avait ralenti, qu'ils avaient pris du retard sur le loyer, je n'ai pas hésité. « Venez rester avec moi », ai-je dit. Cette maison est de toute façon trop grande pour une seule personne. Ce fut ma première erreur. Non pas d'aimer mon fils. Ce ne fut jamais une erreur. L'erreur fut de ne pas poser plus de questions sur Christine. Elle est arrivée le menton déjà légèrement relevé, comme si l'air à l'intérieur de ma maison nécessitait une évaluation avant qu'elle ne choisisse de le respirer. Elle avait 34 ans, des traits acérés et un talent pour les compliments qui, d'une manière ou d'une autre, vous laissaient le sentiment d'être diminué. « Quelle petite place douillette », dit-elle le premier après-midi, levant les yeux vers les plafonds de 3,60 mètres du salon. J'ai souri et je l'ai conduite à la chambre d'amis, que j'avais repeinte et meublée d'un nouveau matelas la semaine précédant leur arrivée. Au cours des premiers mois, c'était gérable. Daniel m'aidait avec le jardin. Christine contribuait parfois aux courses. Nous dînions ensemble le dimanche. Je me disais que ça marchait, mais j'avais été enseignante pendant 34 ans, et les enseignants apprennent à lire l'ambiance d'une pièce. La deuxième année, j'ai remarqué les petites choses. Christine a réorganisé ma cuisine sans demander. Elle a déplacé la photographie de Gérald de la cheminée à une étagère dans le couloir. Quand je l'ai remise, elle l'a déplacée à nouveau. Elle parlait de la maison comme de « notre endroit » au téléphone avec ses amis. Elle se plaignait de mes habitudes télévisuelles, de mes odeurs de cuisine, de l'heure à laquelle je me réveillais. Daniel ne disait rien. Il avait toujours été une âme douce. Trop douce, disait Gerald, même s'il le disait avec amour. La 3e année, Christine avait cessé de frapper avant d'entrer dans ma chambre. La 4e, elle avait commencé à me parler sur le ton particulier réservé aux enfants et aux séniles. Lentement, en surarticulant, avec un sourire artificiel et éclatant. Je ne disais rien. J'observais. C'est aussi quelque chose que l'enseignement m'avait donné. La patience. Puis, au printemps 2024, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai acheté un billet de loterie. Non par désespoir. Je ne suis pas ce genre de femme. Je l'ai acheté parce que Ruth m'avait mise au défi à la station-service sur la route 9 et parce qu'il coûtait $2, et parce que parfois, à 68 ans, on fait de petites choses folles juste pour sentir la possibilité de quelque chose d'inattendu. J'ai acheté 2 billets. J'en ai gardé un par impulsion, par pure générosité passagère. J'ai donné le second à Daniel alors qu'il traversait la cuisine ce soir-là. Il m'a remercié sans lever les yeux de son téléphone. J'ai oublié. 3 semaines plus tard, le monde a changé. Daniel avait vérifié son billet, celui que je lui avais donné, et avait découvert 5 numéros correspondants et une boule bonus. Le prix était de 75 millions de dollars. La maison est devenue quelque chose que je ne reconnaissais plus. Il y avait des appels téléphoniques, des avocats, un conseiller financier qui est arrivé dans un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Christine flottait dans les pièces avec une luminosité qui n'avait rien à voir avec la joie et tout à voir avec le pouvoir. Elle a acheté de nouveaux meubles et les a fait livrer avant de me demander. Elle parlait d'investissement et de propriété et de notre avenir avec une fréquence qui excluait entièrement le mot « nous ». J'ai tout observé depuis ma table de cuisine, buvant mon café du matin, et j'ai senti quelque chose de froid et de silencieux s'installer dans ma poitrine. Et puis vint le matin où cela s'est produit. C'était un mardi. Je m'en souviens. J'étais debout au comptoir de la cuisine, coupant une pomme lorsque Christine est entrée vêtue d'une robe de soie que je n'avais jamais vue auparavant, s'est versée du café de ma cafetière et a dit sans se retourner pour me regarder, « Maggie, nous avons parlé. Tu serais probablement plus à l'aise quelque part avec des gens de ton âge.
Il y a une très belle résidence-service de l'autre côté de Danton. Nous couvririons les frais, bien sûr. J'ai posé le couteau. Je l'ai regardée. Elle s'est finalement retournée, et son expression n'était pas méchante, ce qui était presque pire. C'était l'expression de quelqu'un qui fait la chose raisonnable. C'est ma maison, ai-je dit. Quelque chose a traversé son visage. Puis le masque est tombé. Pas pour très longtemps, dit-elle, et sa voix était calme et absolument certaine. Nous n'avons plus besoin de votre charité, Maggie. Nous n'avons pas besoin de vous. Faites vos valises. Daniel est d'accord. Elle est sortie de ma cuisine. Ma cuisine. La pièce où j'avais appris à mon fils à faire des crêpes le samedi matin, où Gérald et moi avions passé la dernière nuit de chaque année, buvant du cidre et parlant de celle à venir. Je suis resté là un long moment. Puis j'ai souri. Parce que Christine avait commis une erreur catastrophique, et elle ne le savait pas encore. Elle ne m'avait jamais interrogé sur l'autre billet. Je suis allé dans le couloir jusqu'à ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit du côté de Gérald. C'est là que j'allais toujours quand j'avais besoin de penser clairement, de son côté. L'oreiller avait perdu son odeur il y a des années, mais l'habitude était restée, et parfois l'habitude est tout ce qui vous retient. Je suis resté là longtemps. Permettez-moi d'être honnête sur ce que j'ai ressenti dans ces premières minutes parce que je pense que l'honnêteté est la seule chose qui vaille la peine d'être offerte à ce stade de l'histoire. J'ai eu peur. Non pas la peur vive et dramatique d'une crise, mais la peur sourde et lancinante des personnes âgées et impuissantes. La peur que le monde se soit tranquillement réorganisé autour de vous pendant que vous ne regardiez pas et que personne n'ait l'intention de vous le dire. J'avais 68 ans. J'avais une pension de $1900 par mois. Ma voiture était une Honda Civic 2014 avec une lente fuite dans le pneu arrière gauche. Et les deux personnes que j'avais abritées, nourries et tolérées pendant 5 ans venaient de m'informer avec l'efficacité calme d'une transaction commerciale que ma présence n'était plus requise. Étais-je surprise? Une partie de moi ne l'était pas. Les signes étaient là depuis 2 ans, s'accumulant comme de l'eau sous une planche de plancher. Mais savoir qu'une inondation arrive ne rend pas l'eau moins froide. Je me suis forcé à penser de manière pratique. C'était l'instinct de l'enseignante. Lorsque l'émotion menace de submerger, recherchez la structure. Je suis propriétaire de la maison. C'était le premier fait. L'acte de propriété était à mon nom. Margaret Ann Harlow, enregistrée au bureau du greffier du comté de Danton. J'avais acheté cette maison avec Gérald en 1991. Et quand il est mort, elle m'est passée entièrement. Personne ne m'avait demandé de signer quoi que ce soit. Personne ne m'avait offert d'argent pour cela. Personne n'avait le droit légal de me l'enlever. La déclaration de Christine, pas pour très longtemps, n'était pas une loi. C'était une menace. Mais les menaces de personnes avec 75 millions de dollars ne sont pas les mêmes que les menaces de personnes sans. J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que l'argent pouvait faire. Des avocats, des retards, du harcèlement, de la pression. J'avais lu suffisamment dans les journaux pour savoir que la richesse changeait la géométrie de tout litige. Il pouvait me rendre la vie misérable même sans aucun fondement légal. Il pouvait contester ma compétence mentale. Il pouvait affirmer que je n'étais plus en mesure d'entretenir la propriété. Il pouvait simplement rendre la vie ici si désagréable que je choisirais de partir de mon plein gré. N'y avait-elle pas déjà pensé? Probablement. Ce n'était pas une femme stupide. Elle était calculatrice, ce qui est plus dangereux. Je suis resté avec la peur jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose que je pouvais tenir à bout de bras. Puis je me suis levé, je suis allé au petit bureau dans le coin de ma chambre, le bureau de Gérald, un secrétaire à cylindre qu'il avait hérité de son père, et j'ai ouvert le tiroir inférieur gauche. Le billet de loterie était là, à l'intérieur d'une simple enveloppe blanche, exactement là où je l'avais placé 3 semaines auparavant, puis oublié. Je l'ai sorti. Je l'ai regardé. Les numéros étaient imprimés à l'encre noire sur du papier fin, 7 chiffres qui correspondaient, je le savais maintenant avec certitude, à un prix de 75 millions de dollars. Parce que le billet que j'avais donné à Daniel était le billet numéro 2, le duplicata. Et celui-ci était le billet numéro 1. Même tirage, même achat, même reçu de caisse, toujours plié au fond de mon portefeuille. Voici ce que personne dans cette maison ne savait.
En Ohio, un prix de loterie appartient au demandeur désigné sur le billet soumis. Vous ne pouvez pas réclamer un prix sur un billet que vous n'avez pas acheté à moins que la propriété ne soit légalement établie. J'avais acheté les 2 billets. J'avais le reçu. Je n'avais pas signé le billet que j'avais donné à Daniel, et lui, dans son excitation, ne l'avait pas encore soumis pour traitement officiel. Il avait un avocat qui s'en occupait. J'avais entendu cela à travers le mur, ce qui signifiait qu'il y avait encore du temps. Je savais que j'avais besoin d'aide, pas de ma famille. La famille venait de démontrer sa valeur. J'avais besoin de quelqu'un ayant des connaissances juridiques et n'ayant aucun intérêt à être poli face à ce que j'affrontais. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Ruth. Ruth Callaway était ma voisine depuis 22 ans et ma plus proche amie pendant la majeure partie de cette période. Elle avait 71 ans, conduisait un camion, cultivait des tomates qui faisaient paraître les miennes minables, et n'avait aucune patience pour les bêtises de toutes sortes. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Maggie, tu n'appelles jamais avant midi sauf si quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Le billet, la scène dans la cuisine, les paroles de Christine, les 75 millions, mon billet dans le tiroir du bas. J'ai parlé calmement, sans drame, comme j'avais appris à rapporter des choses difficiles aux parents lors des réunions scolaires. Quand j'ai eu fini, Ruth est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Tu as un avocat ?» Non, depuis que nous avons acheté la maison en 91. Mon neveu David est avocat en droit de la famille et de la propriété à Columbus. Il est bon et il ne perd pas de temps. Puis-je l'appeler aujourd'hui? Oui, ai-je dit. Ne dis rien à Daniel ni à Christine. Ruth n'a pas dit un mot. S'il te demande où tu vas ou à qui tu parles, tu rends visite à une amie ou tu fais des courses. Peux-tu faire ça? J'ai enseigné au collège pendant 34 ans, ai-je dit. Je peux garder un secret d'un enfant de 34 ans. Ruth a ri, et pour la première fois depuis ce matin, quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement relâché. Le plan était simple à ce stade. À peine un plan, juste une direction. Trouver un avocat. Établir ce que je possédais réellement et quels droits je détenais réellement. Puis déterminer la question qui tournait dans mon esprit depuis que j'avais regardé ce billet. Était-il trop tard pour agir ou y avait-il encore du temps pour changer ce qui était sur le point de se produire? J'ai remis le billet dans l'enveloppe. J'ai mis l'enveloppe dans la poche de mon manteau. Je suis allé à la salle de bain, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis regardé dans le miroir un long moment. Je n'étais pas une femme qui avait jamais eu besoin d'être secourue. Je n'avais pas l'intention de commencer maintenant. 2 jours plus tard, je me suis rendu à Columbus. J'ai dit à Christine que je rendais visite à une ancienne collègue de mes années d'enseignement, ce qui était suffisamment proche de la vérité pour que je ne me sente pas particulièrement coupable. Elle ne m'a pas pressé. Elle était en appel vidéo avec un agent immobilier lorsque je suis parti, parcourant des visites virtuelles de propriétés qu'elle s'imaginait déjà siennes. Daniel était dans le garage. Il a levé 2 doigts en guise de salut alors que je reculais de l'allée. J'ai salué en retour. Le trajet jusqu'à Columbus a duré 1h20 sur la route 33. J'ai écouté une émission de radio publique sur les oiseaux migrateurs et, par intermittence, je me suis senti presque en paix sur l'autoroute. Le neveu de Ruth, David Callaway, avait son bureau au 4e étage d'un modeste immeuble près du quartier de Short North. Il avait 39 ans, était méthodique, avec le calme particulier d'un homme qui avait entendu de très nombreuses versions de crise familiale et n'était plus surpris par aucune d'entre elles. Il m'a offert du café, que j'ai accepté, puis j'ai posé le billet de loterie sur son bureau avec le reçu de la station-service, et j'ai expliqué la situation sans digression. Il a examiné les 2 éléments attentivement. Il a posé plusieurs questions. Quand avais-je acheté les billets? Avais-je signé l'un ou l'autre des billets? Daniel avait-il signé le billet en sa possession? Une réclamation formelle avait-elle été déposée auprès de la commission de la loterie de l'Ohio? J'ai répondu à chaque question dans l'ordre. Non, je n'avais signé aucun des 2 billets. Aucune réclamation n'avait encore été déposée. L'avocat de Daniel préparait toujours la documentation, en attendant des conseils financiers sur la structuration fiscale. David est resté silencieux un instant, étudiant le reçu. Ce reçu montre 2 billets achetés en séquence, dit-il. Avec votre carte, il leva les yeux vers moi. Vous pourriez établir la preuve d'achat. En Ohio,
les billets de loterie non signés sont des instruments aux porteurs légaux, ce qui signifie que la propriété est basée sur la possession et la preuve d'achat. Mais vous avez donné volontairement un billet à votre fils. Cela complique la situation. Cela élimine-t-il ma réclamation, ai-je demandé. Pas nécessairement. Vous lui avez donné un billet en cadeau. Mais le don d'un billet physique et le don des gains qui y sont attachés sont deux questions juridiques différentes. Surtout si le billet a été acheté avec vos fonds et qu'il n'existe aucune documentation du transfert d'intérêts bénéficiaires. Il fit une pause. Le problème plus immédiat est le suivant. S'il dépose ce billet pour une réclamation de prix avant que vous ne preniez des mesures légales, la commission le traitera et l'argent sera transféré. Une fois que cela se produit, la récupération devient exponentiellement plus difficile. Combien de temps avant qu'il ne puisse déposer une réclamation? Les réclamations pour des prix de cette taille nécessitent la soumission du billet original et la vérification d'identité. Son avocat doit d'abord achever la structuration fiscale, ce qui prend généralement 2 à 3 semaines dans des cas comme celui-ci. Mon estimation est que vous avez 10 jours, peut-être 2 semaines avant qu'il ne soumette. 10 jours. Qu'est-ce que je fais? David posa son stylo. Premièrement, je rédige un avis légal, une lettre affirmant votre intérêt de propriété sur le billet et notifiant la loterie de l'Ohio d'une réclamation contestée. Cela ne gèle pas le prix, mais cela crée un enregistrement officiel avant que toute réclamation ne soit déposée. Deuxièmement, nous documentons tout, le reçu d'achat, votre relevé bancaire montrant la transaction par carte, une déclaration sous serment de votre part sur les circonstances. Il me regarda attentivement. Cela ne sera pas invisible. Quand ils recevront l'avis, Daniel et Christine le sauront. Je sais, ai-je dit. Êtes-vous prête pour cela? J'ai baissé les yeux sur le billet sur son bureau. $2 de papier fin qui était devenu d'une manière ou d'une autre l'axe autour duquel tout dans ma vie tournait. J'ai pensé au Porsche de Gérald. J'ai pensé à Christine déplaçant sa photographie. J'ai pensé au ton particulier de sa voix. Nous n'avons pas besoin de vous. Oui, ai-je dit. Je suis prête. David commença à taper. Il afficha le protocole de notification de litige de la commission de la loterie de l'Ohio et me le expliqua. Il me montra le formulaire utilisé pour affirmer une réclamation de propriété concurrente avant la soumission officielle du prix. Il expliqua qu'un avis déposé à l'avance créait une trace écrite légale qui exigerait de la commission de reconnaître le litige avant de débloquer les fonds. Ce n'était pas une garantie. C'était un drapeau planté dans le sol. Puis il me montra autre chose, quelque chose qui rendit la pièce très silencieuse. Il avait consulté la base de données publique de la commission pendant que nous parlions. L'avocat de Daniel avait soumis un enregistrement préliminaire d'intention de réclamer, une étape procédurale standard, 48 heures plus tôt. Ils avaient déjà commencé. Ils avancent plus vite que prévu, dit David. Christine, dis-je simplement. Il hocha la tête. Il comprit sans avoir besoin d'élaborer. Alors, nous déposons aujourd'hui, dit-il. Il prépara l'avis cet après-midi-là. J'ai signé l'affidavit. Il l'a notarié. À 16 heures, la lettre était envoyée par courrier recommandé et soumission électronique au service juridique de la commission de la loterie de l'Ohio, affirmant que Margaret Ann Harlow, en tant qu'acheteuse et détentrice originale des 2 billets de loterie émis lors de la transaction numéro 447-9182 EC à la station-service rutée sur la route 9 à Denton, Ohio, maintenait un intérêt légal de propriété qui n'avait pas été formellement transféré et demandant qu'aucun versement de prix ne soit effectué en attendant la résolution du litige. David m'accompagna à ma voiture. Ils seront en colère, dit-il. Oui, dis-je. Êtes-vous en sécurité à la maison? J'y ai réfléchi honnêtement. Ils ne seront pas physiquement dangereux. J'ai dit, Christine est impitoyable, pas violente, et Daniel ne m'a jamais élevé la voix de sa vie. Appelez-moi si quelque chose change, dit-il. Il me donna son numéro de portable. Ne discutez pas de l'affaire avec eux. S'ils vous confrontent, dites seulement que vous obtenez des conseils juridiques. Vous ne leur devez pas de détails. Je suis rentré chez moi à la lumière de fin d'après-midi, passant devant des champs devenus dorés et plats, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas le triomphe, pas la peur, mais une clarté profonde et constante. J'avais planté le drapeau. Maintenant, je verrai qui viendrait le retirer. J'ai tourné sur M Creek Road, je suis entré dans l'allée,
j'ai coupé le moteur. Les lumières étaient allumées dans chaque pièce de la maison. Je n'avais pas encore retiré mon manteau. J'étais encore debout dans l'entrée, clé en main, lorsque Christine est apparue au bout du couloir. Elle tenait son téléphone, et son expression était du genre à avoir dépassé la colère pour quelque chose de plus froid et délibéré. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Daniel apparut derrière elle un instant plus tard. Il avait l'air de ce qu'il avait quand il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose. Non pas tellement coupable que effrayé de ce qui allait arriver. J'ai accroché mon manteau. J'ai posé mes clés sur le crochet que Gérald avait installé près de la porte en 1994. Puis je me suis retourné, je suis entré dans le salon et je me suis assise dans mon fauteuil. Le fauteuil de Gérald, vert foncé, que Christine avait 2 fois essayé de remplacer par quelque chose de plus moderne. Et je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, d'accord. Christine s'est assise au bord du canapé. Daniel se tenait près de la fenêtre. Il ne pouvait pas tout à fait soutenir mon regard. Nous avons reçu un appel de notre avocat cet après-midi, dit Christine. Sa voix était contrôlée, comme toujours quand elle s'efforçait le plus de garder son calme. Apparemment, la commission de la loterie a reçu un avis légal revendiquant un intérêt de propriété concurrent sur le billet de Daniel. Elle fit une pause. À votre nom? Oui, ai-je dit. Le monosyllabe sembla atterrir plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Maggie. La voix de Daniel était tendue. Qu'est-ce que tu fais? C'était un cadeau. Tu m'as donné ce billet. Je t'ai donné un morceau de papier, ai-je dit. Je n'ai pas signé d'accord. Je n'ai pas déposé de transfert de propriété. J'ai le reçu d'achat avec mon numéro de carte et les 2 billets ont été achetés lors de la même transaction. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cadeaux. Christine a dit que c'est exactement comme ça que fonctionnent les instruments au porteur selon la loi de l'Ohio. J'ai dit que David m'avait donné ces mots spécifiquement. Je les avais répétés en voiture. La mâchoire de Christine se serra. C'est un coup juridique. Tu essaies de voler de l'argent qui nous appartient. Je l'ai regardé. Tu m'as dit il y a 2 jours de faire mes valises et de quitter ma propre maison. J'ai dit, tu as dit que tu n'avais pas besoin de ma charité, alors j'ai décidé de suivre ton conseil et d'arrêter d'être charitable. Silence. Puis Christine se pencha en avant. Sa voix tomba dans un registre que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Pas tout à fait une menace, mais sa forme. Maggie, tu n'as aucune idée de ce que tu commences. Nous avons des ressources maintenant. Nous pouvons traîner cela en justice pendant des années. Nous pouvons déposer une contre-plainte. Nous pouvons contester votre compétence cognitive. À votre âge, un juge pourrait être très intéressé de savoir si vous êtes capable de prendre des jugements légaux solides. Elle laissa cela se poser. Ou nous pouvons faire disparaître cela tranquillement tout de suite. Vous retirez la vie. Nous vous donnons une allocation généreuse et vous restez dans la maison aussi longtemps que vous le souhaitez. Confortable. Prise en charge. La pièce était silencieuse. Dehors, une voiture passait sur Elm Creek Road. J'ai pensé au mot « confortable ». J'ai pensé à ce que cela signifierait d'accepter de l'argent de Christine. De devenir une dépendante dans ma propre maison. Tolérée, entretenue, gardée, l'allocation serait une laisse, la gentillesse serait une performance, et la première fois que je ne serais pas d'accord avec elle sur quoi que ce soit, je sentirais la longueur de la chaîne. Non, ai-je dit. Maman. Daniel s'éloigna de la fenêtre. Sa voix craqua légèrement. S'il te plaît, c'est notre famille. Ça ne vaut pas, tu étais dans cette cuisine il y a 2 jours, ai-je dit doucement, pendant que ta femme me disait d'aller dans un établissement de soins assistés. Tu n'as rien dit. Tu étais d'accord. Je l'ai regardé fixement. Je ne sais plus ce qu'est cette famille, Daniel, mais je sais ce qu'est cette maison. C'est la mienne. Christine se leva. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait réellement dire quelque chose d'honnête, qu'elle allait laisser tomber l'architecture du sang-froid et parler franchement, mais au lieu de cela, elle a redressé ses épaules et a dit « Vous le regretterez », puis est sortie de la pièce. Daniel s'attarda. Il me semblait vieux à ce moment-là, d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant, fatigué et pris entre 2 loyautés et pas tout à fait assez courageux pour honorer l'une ou l'autre proprement. « Je suis désolé, dit-il. Je n'étais pas sûr de ce pourquoi il s'excusait.
Bonne nuit, Daniel, ai-je dit. Il monta à l'étage. Je suis resté longtemps dans le fauteuil de Gérald après cela, sans bouger. La menace concernant la compétence cognitive avait été conçue pour m'effrayer, et elle l'avait fait un peu. C'était le genre de menace le plus insidieux, celle qui utilise vos propres vulnérabilités contre vous. J'avais 68 ans. Je vivais seul avec mes routines. J'étais excentrique à la manière des gens qui ont cessé de se modifier pour la compagnie. Un avocat astucieux, avec le bon cadrage, pouvait semer le doute. Mais le doute n'est pas une preuve. Et j'avais un reçu, un relevé bancaire, un affidavit notarié, et David Callaway. Au cours des 3 jours suivants, je me suis reposé. J'ai dormi. J'ai lu. Je me suis assise sur le porche de Gérald dans le froid d'octobre avec une couverture et un thermos de café et j'ai regardé les chênes perdre leurs feuilles. Je n'ai pas interagi avec Daniel ou Christine au-delà des courtoisies superficielles d'un espace partagé. J'ai envoyé un SMS à David chaque matin avec les nouveaux développements. Il n'y en a eu aucun. Le 3e jour, j'ai senti la peur reculer suffisamment pour que je puisse la dépasser. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas en sécurité au sens facile du terme, mais j'étais lucide. Et lucide, j'avais appris il y a longtemps, c'était suffisant pour travailler. Le 4e matin après la confrontation, Christine est descendue et m'a préparé le petit déjeuner. C'est ainsi que j'ai su que la stratégie avait changé. Elle a posé une assiette d'œufs brouillés et de toast sur la table devant moi sans un mot, nous a servi à toutes les deux du café et s'est assise en face de moi avec un petit sourire prudent. La robe de soie était partie. Elle portait quelque chose d'ordinaire, un cardigan gris que j'avais déjà vu, et ses cheveux étaient simplement attachés en arrière. Elle avait, je m'en suis rendu compte, appris à paraître moins menaçante. « Je veux m'excuser, dit-elle. Pour l'autre soir, j'ai été cruel et je n'aurais pas dû l'être. J'ai regardé les œufs. Ils étaient bien faits, correctement assaisonnés, pas trop cuits. Christine était, entre autres choses, une cuisinière compétente quand elle le voulait. Merci pour le petit déjeuner, ai-je dit. Maggie, elle a croisé les mains sur la table. Je sais que nous avons été difficiles à vivre. Je sais que je n'ai pas toujours été gentille, mais nous sommes une famille, et j'ai réfléchi, et si nous recommencions ? Vraiment recommencer. Elle a fait une pause avec la précision de quelqu'un qui a répété la pause. L'argent change tout. Nous pourrions vous acheter une belle maison où vous voulez. La plage si vous voulez. La Floride. Quelque part au chaud, entièrement payé, à votre nom. Sans condition. J'ai bu mon café. Et l'affaire juridique, ai-je demandé. Si nous pouvons régler cela entre nous, en gardant les avocats à l'écart. Je pense que tout le monde s'en sortira mieux. Elle voulait dire que je partirais avec une maison en Floride entièrement payée et qu'elle partirait avec 75 millions de dollars. Je l'ai regardé à travers ma table de cuisine, dans ma maison, sur la chaise où Gérald lisait son journal du matin et j'ai senti quelque chose de très calme s'installer en moi. Comme la température qui chute juste avant qu'une tempête ne se dissipe. Je vais y réfléchir, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai terminé mon petit déjeuner, les remercier à nouveau et je suis allé m'habiller. Parce que voici le problème avec cette offre. Une maison en Floride entièrement payée à mon nom avait en fait une valeur monétaire. Ce n'était pas rien. Et pendant environ 45 secondes, alors que j'étais devant mon placard, choisissant un pull, je l'ai envisagé comme une option réelle. L'honnêteté de ces 45 secondes m'a semblé importante à reconnaître. Je ne suis pas une personne qui prétend être au-dessus de la tentation. Mais ensuite, j'ai réfléchi à ce que j'accepterais. Pas seulement une maison. J'accepterais le principe que ma maison, mon histoire et le Porsche de Gérald valaient moins que le désagrément que je causais à Christine. J'accepterais que 75 millions de dollars achètent le droit de réécrire ce qui appartenait à qui. J'accepterais la défaite non pas parce que j'avais perdu, mais parce que le prix offert pour ma reddition était suffisamment élevé. J'ai enfilé mon cardigan bleu et j'ai appelé Ruth. Elle t'a fait des œufs, dit Ruth quand j'ai fini de lui raconter. De très bons œufs, ai-je dit. Maison en Floride. C'était l'offre. Ruth est restée silencieuse un instant. Qu'a dit David? Je ne l'ai pas encore appelé. Je voulais t'appeler en premier. Appelle-le en second, dit-elle. Puis viens dîner ce soir.
Je fais un rôti de bœuf et je veux que tu rencontres quelqu'un. Ce soir-là, je suis allé chez Ruth. La personne s'est avérée être la pasteur Carol Fenney de la First Methodist sur Lincoln Street, qui était l'amie de Ruth depuis le chœur dans les années 90. Elle avait 65 ans, récemment retraitée de ses fonctions officielles de la congrégation, mais toujours très présente dans la communauté, et elle avait, Ruth me l'a dit autour du rôti de bœuf, conseillé plus de familles dans des litiges successoraux que la plupart des gens ne le croiraient. Les gens se perdent pour l'argent, dit la pasteur Carol, coupant son pain avec une efficacité tranquille. Même les gens qui semblaient parfaitement corrects avant que ça n'arrive. Christine n'a jamais été parfaitement correcte, ai-je dit. Non, dit Ruth. Elle a toujours été ça. L'argent a juste supprimé la raison de le cacher. Je leur ai tout raconté. Le billet, la vie légale, les menaces, les œufs. Carole a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, vous faites ce qu'il faut, et vous n'êtes pas seul. La moitié de cette ville vous a vu accueillir ces deux-là il y a 5 ans et ne s'est jamais plainte. Cela m'a surprise. Les gens remarquent, Maggie. Ruth a dit, nous voyons ce que nous voyons. Je suis rentré chez moi cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Accompagné. Non pas secouru, non pas conseillé, simplement vu. Il y avait des gens qui savaient ce qui s'était passé dans cette maison et qui seraient prêts à le dire sous toute forme requise. Christine était dans le salon quand je suis rentré, regardant la télévision avec Daniel. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « As-tu pensé à notre conversation ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit agréablement. « Bonne nuit. » Je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé David. « Tiens bon », dit-il quand je lui ai parlé de l'offre. Un règlement informel maintenant sans documentation leur profite entièrement. S'il l'offre, cela signifie qu'il s'inquiète de l'apparence d'une procédure formelle. Il fit une pause. A-t-elle intensifié d'une autre manière? Pas encore, ai-je dit. Elle le fera, dit-il. Quand l'approche douce ne fonctionne pas, ils iront plus fort. Soyez prête. J'ai dit bonne nuit et j'ai posé le téléphone sur le chargeur. Dehors, devant ma fenêtre, les chênes plantés par Gérald étaient maintenant nus contre le ciel d'octobre. Je suis resté longtemps avec cette vue, comme on reste avec quelque chose qui a toujours été là, et dont on n'a pas toujours compris toute la valeur. Puis j'ai réglé mon réveil et je me suis endormi. Ils sont venus un samedi, pas séparément, pas avec désinvolture, ensemble, et avec la formalité particulière des gens qui ont préparé ce qu'ils vont dire. Daniel a frappé à la porte de ma chambre à 10 heures du matin, ce qu'il ne faisait presque jamais, et a demandé si je voulais les rejoindre dans le salon. Je savais ce que c'était. Je l'avais vu lors des réunions parents-professeurs, le front uni, le ton exercé, l'ordre du jour déguisé en conversation. J'ai mis mes chaussures et je suis allé. Christine était déjà assise, les mains jointes, portant à nouveau le cardigan gris. Le costume de l'épouse attentive. Daniel s'est assis à côté d'elle et m'a laissé le fauteuil, ce que j'ai apprécié pour le symbolisme si rien d'autre. Nous voulons avoir une conversation honnête, commença Daniel. Il avait clairement écrit ceci ou Christine l'avait écrit et il l'avait mémorisé. Pas d'avocat, pas de lettre, juste la famille. D'accord, ai-je dit. Maman. Sa voix était plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Pendant un instant, il sonna comme lui-même, comme le garçon qui m'apportait des pissenlits du jardin parce qu'il les trouvait beaux. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous tous. Et je sais que j'aurais dû parler davantage. J'aurais dû être plus. Il s'arrêta. Sa mâchoire travailla. Je suis désolé de ne pas vous avoir mieux protégé. C'était bien fait. J'ai senti l'attirance, l'ancien attachement, l'amour maternel qui ne demande pas à être gagné et ne disparaît pas proprement même quand il le devrait. Je l'ai senti et je l'ai laissé être ressenti et je ne l'ai pas laissé me faire bouger. Merci, ai-je dit. Christine se pencha en avant. Maggie, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous vivons ensemble depuis 5 ans. Nous avons eu des moments difficiles, nous deux, mais au final, nous n'avons que nous. Vous êtes veuve. Nous sommes votre famille. Elle laissa cela respirer. Si cela va jusqu'à une procédure de litige formel, ce sera public. Ce sera moche. La commission de la loterie aura des enquêteurs qui poseront des questions. Les voisins parleront.
Est-ce vraiment ainsi que vous voulez que le prochain chapitre de votre vie se déroule? Vous battre avec votre propre fils au tribunal. Et c'était ça, pas la maison en Floride cette fois, la menace sociale. Elle avait raison que ce serait public. Elle avait raison que ce serait difficile et douloureux et que les gens parleraient. Elle pariait que la perspective du jugement de la communauté m'effraierait plus que de perdre. C'était, pensais-je, son meilleur argument. Je lui ai accordé cela. Vous avez dit que je n'avais pas de famille à part vous, ai-je dit lentement, regardant Christine. Vous avez dit que la ville parlerait. Mais vous m'avez aussi dit très récemment que je devais quitter cette maison et aller quelque part avec des gens de mon âge. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas besoin de moi. J'ai fait une pause. Lequel des deux est vrai? Suis-je une famille indispensable ou suis-je le cas de charité âgée dont vous vous êtes lassé? La sérénité de Christine vacilla. Pas de manière dramatique, juste une fraction. La manière dont une surface soigneusement arrangée bouge quand quelque chose en dessous se déplace. Ce n'est pas juste, dit Daniel. N'est-ce pas? Je l'ai regardé. Daniel, as-tu ou n'as-tu pas été dans la cuisine et été d'accord avec ta femme quand elle m'a dit de partir? Il ne répondit pas. Je ne suis pas en colère contre toi, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne le suis vraiment pas. Mais je veux que tu comprennes pourquoi je fais cela. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit du fait que j'avais apparemment besoin d'avoir de l'argent pour que mon droit de vivre dans ma propre maison soit pris au sérieux. Ma voix resta égale. C'est la conversation honnête, si nous en avons une. La pièce était très silencieuse. Puis Christine se leva. Le costume de l'épouse attentive avait disparu. Sa voix, quand elle parla, était sèche et perçante. Vous faites une très grave erreur. David Callaway est un petit avocat de province qui s'occupe d'une affaire qui va impliquer des équipes de personnes avec des ressources considérablement plus importantes. Ils documenteront chaque excentricité, chaque manquement, chaque... Elle s'arrêta. Nous essayons de vous offrir une sortie digne. Après samedi, cette offre sera retirée. Merci de me le faire savoir, ai-je dit. Elle sortit. Ses pas dans l'escalier étaient rapides et lourds. Daniel resta debout. Il me regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration, ou du chagrin, ou les deux. Elle n'arrêtera pas, dit-il doucement. Je veux que tu saches que quand Christine décide quelque chose, elle n'arrête pas. Moi non plus, ai-je dit. Il partit. Je restai seul dans le salon pendant un moment. Après cela, mes mains, je le remarquai, n'étaient pas entièrement stables. Permettez-moi d'être honnête à ce sujet aussi. J'avais peur. La mention de documenter les excentricités et les manquements avait exactement atteint son but. J'avais 68 ans. J'oubliais où je mettais les choses. Je parlais parfois à la photographie de Gérald, doucement, juste pour m'entendre prononcer son nom. N'importe laquelle de ces choses, encadrée correctement, pouvait être transformée en quelque chose qu'elle n'était pas. J'ai respiré. Je suis resté avec la peur. Et voici ce que j'ai trouvé en dessous. La même chose que j'avais trouvé à 63 ans lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première fois avec l'arythmie qui s'est avérée gérable. Et à 44 ans lorsque Daniel a eu l'accident qui s'est avéré ne pas être grave et à 57 ans lorsque Gérald s'est effondré dans l'allée. J'ai trouvé en moi le lieu qui avait toujours continué, qui avait toujours mis un pied devant l'autre, que le terrain devant soit certain ou non. Ce lieu était toujours là. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à David. Ils ont donné un ultimatum. Samedi. Il a répondu dans les 10 minutes. Bien. Cela signifie qu'ils ont peur du calendrier de la commission. Tenez bon. Je vous appelle demain. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé la photographie de Gérald sur la cheminée. Je l'avais remise pour la 3e fois, et Christine ne l'avait pas déplacée à nouveau. Il avait l'air, comme toujours sur cette photographie, calme et un peu amusé, comme s'il savait quelque chose que vous n'aviez pas encore tout à fait compris. Je sais, ai-je dit à la photographie. Je travaille dessus. La réunion de médiation de la commission de la loterie de l'Ohio était prévue pour un jeudi, 3 semaines après que David ait déposé notre avis. Ce n'était pas un tribunal. C'était une salle de conférence au 7e étage d'un immeuble de bureau de l'État à Columbus. Mur beige, éclairage fluorescent, une longue table avec des bouteilles d'eau en plastique,
et un médiateur nommé Gregory Sims qui portait des verres bifocaux et parlait avec la délibération mesurée d'un homme qui avait vu de nombreuses familles réduites à leurs pires éléments autour de table. Exactement comme celle-ci. Daniel et Christine sont arrivés avec 2 avocats. Je suis arrivé avec David. Christine était vêtue formellement d'un blazer anthracite, et elle s'est assise avec la posture de quelqu'un qui avait déjà décidé comment cela se terminerait. Daniel s'est assis à côté d'elle. Il m'a regardé une fois quand je suis entré, puis a regardé la table et a continué à regarder la table pendant la majeure partie de ce qui a suivi. Gregory Sims a ouvert la procédure en expliquant son but. Ce n'était pas une audience judiciaire, mais un processus formel de résolution des litiges avant que la commission ne décide comment procéder avec la réclamation de prix contestée. Les 2 parties présenteraient leur position. Les preuves documentaires seraient examinées. La commission avait le pouvoir de retarder le versement en attendant d'autres actions en justice ou d'établir des conclusions provisoires qui informaraient les procédures judiciaires ultérieures. L'avocat principal de Christine, un homme nommé Whitfield d'un cabinet de Cleveland, a pris la parole en premier. Il était élégant et méthodique. Il a soutenu que le billet avait été donné librement et sans réserve en cadeau. Il a cité une affaire d'appel de l'Ohio établissant que les dons informels de biens personnels sont légalement reconnus même sans documentation. Il a soutenu que mon avis légal était une tentative de résilier rétroactivement un cadeau achevé motivé par un conflit familial, et non une véritable réclamation de propriété. Il a utilisé l'expression « interférence opportuniste » 2 fois. Il était bon dans son travail. Puis David a parlé. Il n'était pas aussi élégant que Whitfield. Il n'a pas essayé de l'être. Il a placé 3 documents sur la table, le reçu de la station-service montrant une seule transaction par carte pour 2 billets, mon relevé bancaire confirmant le débit sur mon compte, et un résumé imprimé du règlement 37701-9-8 de la commission de la loterie de l'Ohio, qui établit que le droit au prix pour les billets au porteur exige une preuve documentée d'achat en l'absence de transfert signé préalable. Madame Arlo a acheté les 2 billets, a dit David, avec sa carte lors d'une seule transaction. Il n'y a pas de document signé transférant la propriété du billet gagnant à Daniel Arlo. Il n'y a pas de transfert avec témoin. Il n'y a aucune trace contemporaine d'aucune sorte établissant que l'intérêt bénéficiaire des gains est passé de l'acheteur au destinataire. Il fit une pause. Monsieur Arlo a reçu un morceau de papier. Ce morceau de papier n'a pas été légalement établi comme un don de ses droits financiers associés. Whitfield a objecté que la distinction était académique, que les dons de propriété ne nécessitaient pas de documentation. David a acquiescé. Dans des circonstances ordinaires, ce n'est pas une circonstance ordinaire. L'actif en question vaut 75 millions de dollars. Les propres règlements de la commission exigent des preuves claires de la provenance de l'achat dans les réclamations contestées. Madame Arlo a fourni cette preuve. La partie adverse a fourni un témoignage. Gregory Sims a retiré ses verres bifocaux et les a posés sur la table. Madame Arlo, dit-il, me regardant directement pour la première fois. Selon vos propres mots, quelle était votre intention lorsque vous avez donné le billet à votre fils? Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. J'avais réfléchi à cette question pendant des semaines. Je l'avais retournée chaque matin avec mon café et chaque soir avant de dormir. Quelle avait été mon intention? J'avais donné un billet de loterie à Daniel par impulsion, négligemment, comme on tend un chewing-gum à quelqu'un. Je n'avais pas eu l'intention de lui donner 75 millions de dollars parce que 75 millions de dollars n'existaient pas encore. Je lui avais donné un bout de papier de 2 dollars. Je lui ai donné un billet, ai-je dit, de la même manière que je pourrais donner une carte d'anniversaire à quelqu'un. Je n'y ai pas pensé. Je n'ai certainement pas pensé au droit de versement du prix parce qu'au moment où je le lui ai donné, le billet valait 2 dollars. J'ai regardé Gregory Sims fixement. Si je lui avais donné 2 dollars en espèces ce jour-là au lieu d'un billet, et que cet argent était d'une manière ou d'une autre devenu 75 millions de dollars, je ne crois pas que quiconque à cette table soutiendrait que la transformation de valeur faisait également partie du cadeau. Whitfield commença à objecter. Christine posa sa main sur son bras, ce qui signifiait qu'il devait s'arrêter. Elle se pencha en avant. C'est à ce moment-là qu'elle a commis son erreur. C'est absurde, dit-elle. Sa voix avait perdu sa distance professionnelle. Elle parlait maintenant comme elle-même, sans artifice. Elle lui a donné le billet. Il a gagné. Fin de l'histoire. Elle essaie de voler son propre fils parce que nous lui avons demandé d'être réaliste quant à sa situation de vie.
C'est de la méchanceté. Sa voix montait. C'est de la méchanceté de vieille femme déguisée en langage juridique et tout le monde dans cette pièce le sait. La pièce devint silencieuse comme le sont les pièces quand quelqu'un a dit exactement la mauvaise chose. Gregory Sims remit ses verbes bifocaux. David ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. J'ai regardé Christine de l'autre côté de la table. Son visage était rouge. Son calme, maintenu pendant des semaines à travers les petits déjeuners et les performances de salon et les excuses répétées, était parti. Ce qui restait était ce qui avait toujours été en dessous, l'absolue conviction qu'elle avait droit à ce qu'elle voulait, et une véritable incapacité à comprendre pourquoi le monde ne coopérait pas. Vieille femme, dis-je doucement, plus à moi-même qu'à la pièce. Daniel leva enfin les yeux de la table. Son visage était pâle. Whitfield passa encore 40 minutes à présenter des arguments, mais la donne avait changé. Le médiateur posa plusieurs questions de procédure. David y répondit. J'ai signé 2 documents supplémentaires confirmant les détails de mon compte et de ma carte. Gregory Sims a clôturé la séance en déclarant que la commission rendrait une conclusion formelle dans les 5 jours ouvrables et que le versement du prix resterait suspendu en attendant cette conclusion. Nous sommes sortis dans le couloir, puis dans l'ascenseur, puis sur le parking où le ciel de novembre était plat et gris et les arbres le long du boulevard avaient perdu toutes leurs feuilles. Christine est passée devant moi sans parler. Daniel s'est arrêté. Maman, dit-il. J'ai attendu. Il semblait chercher quelque chose. Une phrase, une position, un arrangement de mots qui lui permettrait de se tenir à 2 endroits à la fois. Il ne l'a pas trouvé. Je ne sais pas comment ça finit, dit-il. Moi si, ai-je dit doucement. Je suis monté dans ma voiture. Je suis resté un instant avant de démarrer le moteur. Je n'étais pas triomphante. Pas encore. Mais j'étais calme, et le calme m'a semblé, pour la première fois depuis des semaines, comme quelque chose qui m'appartenait entièrement. David a appelé. Un mardi matin, 5 jours après l'audience, j'étais dans le jardin, coupant les tiges mortes des échinacées. Il faisait assez froid pour voir ma respiration. J'ai retiré mon gant et j'ai répondu. La commission a rendu sa décision, dit-il. J'ai arrêté de bouger. Ils ont statué en votre faveur. La documentation d'achat était suffisante pour établir votre intérêt de propriété. En l'absence d'un document de transfert signé et attesté, ils ont refusé de traiter la réclamation de Daniel. Le prix reste suspendu. Je suis resté dans mon jardin avec des tiges de fleurs mortes dans une main et mon téléphone dans l'autre et je n'ai rien dit pendant un instant. Qu'est-ce qui se passe ensuite, ai-je demandé. Leurs avocats leur conseilleront qu'un recours civil est possible, mais la décision de la commission fait partie du dossier juridique et crée une position de départ très défavorable. Compte tenu de la déclaration de Christine au dossier, il fit une pause. Son éclat en salle d'audience ne leur a pas été utile. C'est dans le procès-verbal. Je sais, ai-je dit. Pour réclamer le prix en votre nom, vous devrez soumettre votre billet rapidement. Pouvez-vous venir à Columbus cette semaine? Jeudi, ai-je dit. J'ai soumis le billet le jeudi. Le processus de vérification a pris 11 jours. Pendant ces 11 jours, j'ai continué à vivre dans ma maison sur M Creek Road. Daniel et Christine ont continué à y vivre aussi. Nous nous croisions dans les couloirs. Nous ne mangions pas ensemble. La maison était sous pression, comme l'air à l'intérieur d'un bocal scellé. Christine ne m'a pas du tout parlé après l'audience. J'ai trouvé, un peu à ma propre surprise, que c'était préférable à l'arrangement précédent. Daniel a frappé à ma porte un soir. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, demanda-t-il. Non, ai-je dit, mais merci d'avoir demandé. Lorsque la commission a confirmé ma réclamation, je me suis assise avec une lettre que David m'avait aidé à préparer. Un avis formel donnant à Daniel et Christine 60 jours pour quitter la propriété. Je l'ai remise en personne à chacun d'eux dans la cuisine. J'ai posé une copie devant Christine en premier. Elle l'a lu sans expression. Puis elle a dit, « Vous faites vraiment ça ?» Oui, ai-je dit. Après tout, ai-je acquiescé. Elle s'est levée et a quitté la cuisine. 30 minutes plus tard, j'ai entendu des valises être retirées du placard à l'étage. Daniel n'a pas lu sa copie. Il m'a juste regardé. « Je comprends, dit-il.
Et peut-être que c'est la partie la plus compliquée de l'histoire parce que Daniel était mon fils et que je n'ai pas cessé d'aimer mon fils. Ce que j'ai cessé de faire, c'est de permettre que cet amour soit utilisé comme une porte par laquelle des choses qui n'étaient pas de l'amour pouvaient entrer dans ma maison. Ce n'est pas la même chose. Ils sont partis en 3 semaines. Whitfield, l'avocat de Cleveland, s'est retiré de l'affaire après avoir examiné les conclusions de la commission et le procès-verbal enregistré. Sans représentation et sans réclamation viable, le recours formel s'est éteint. Le dernier matin, Daniel est descendu avec 2 sacs. Christine avait déjà mis ses affaires dans la voiture. Il s'est tenu dans l'entrée et a regardé le crochet au mur, le carrelage, l'escalier qu'il avait monté 10 000 fois. C'est vraiment un au revoir, dit-il. Ça ne doit pas l'être, ai-je dit. Mais c'est un au revoir à cette version. Oui, il m'a serré dans ses bras. J'ai tenu mon fils un instant, et je l'ai tenu en retour, et je n'ai pas pleuré, même si j'en étais proche. Puis il a pris ses sacs et est sorti. Je les ai regardés partir sur M Creek Road, passer devant les chênes de Gérald, et tourner au coude où la route courbe vers le sud. Puis j'ai fermé la porte. Je suis allé à la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche. J'étais seul dans ma maison, et ma maison était à moi. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Je l'ai remarqué d'abord dans le jardin. Un ver si timide et pâle qu'il fallait regarder attentivement pour le voir, poussant à travers le sol froid le long de la clôture sud. 20 tulipes rouges et jaunes et une violette foncée que je ne me souvenais pas avoir choisie, mais dont j'étais contente. Je me suis tenu là dans mon vieux manteau et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine qui était serrée depuis très longtemps. Le prix, après les impôts fédéraux et étatiques, s'élevait à environ 38 millions de dollars. Ma conseillère financière, Patricia Lowe, m'a demandé lors de notre première rencontre à quoi je voulais que ma vie ressemble dans 5 ans. Personne ne m'avait posé cette question depuis très longtemps. J'ai gardé la maison. J'ai fait réparer le porche arrière. Gérald l'avait construit, et il avait besoin d'attention depuis 3 ans. Quand le charpentier eut fini, je me suis assise là avec un café et j'ai lu pendant 2 heures et j'ai ressenti quelque chose de très proche de la complétude. J'ai créé un fonds de bourse d'études par l'intermédiaire du district scolaire de Danton. 3 bourses annuelles pour les lycéens diplômés qui se lancent dans l'enseignement. Je l'ai nommé en l'honneur de Gérald. Le surintendant a pleuré quand je le lui ai dit. J'ai voyagé. Ruth est venue avec moi au Portugal en mai. Nous avons marché le long de la côte, mangé du pain avec de l'huile d'olive, bu du vin sur une terrasse au-dessus de la mer. Ruth a dit que c'était le meilleur voyage de sa vie, ce qui en a fait le meilleur de mes voyages. Et Daniel, lui et Christine se sont séparés 8 mois après avoir quitté ma maison. Ce qui se cachait sous leur mariage n'était apparemment pas suffisant pour tenir. Christine a déménagé à Phoenix. Je ne cherche pas d'informations à son sujet, et aucune ne me parvient naturellement. Daniel m'a appelé en septembre. J'ai vu son nom sur le téléphone et je suis resté un long moment avant de répondre. « Salut, maman, dit-il. »« Bonjour, Daniel. » Une pause. « Je n'attends rien, dit-il. Je voulais juste entendre ta voix. » Nous avons parlé pendant 40 minutes. Son travail, le temps, rien de remarquable. Avant de raccrocher, il a dit, « Tu es heureuse. » J'ai regardé par la fenêtre les chênes, pleins de leur verdure estivale. Oui, ai-je dit, et c'était vrai. Nous nous parlons maintenant occasionnellement, non pas avec le même poids de présomption qu'avant, mais honnêtement, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Ce qui a été détruit entre nous n'était pas l'amour. C'était l'illusion qu'un amour sans honnêteté en dessous est suffisant pour soutenir quoi que ce soit de réel. J'ai dîné avec Ruth cette semaine et je lui ai raconté tout cela. Elle a écouté, puis a dit, « Tu sais ce que dirait Gérald ? Il dirait que j'aurais dû réparer le Porsche il y a 3 ans. » J'ai dit, « Il dirait ça aussi. » Ruth était d'accord. Nous avons ri, et la cuisine était chaude, et dehors les chênes bougeaient dans le vent du soir, et j'étais enfin, complètement et sans réserve, chez moi. On dit que la famille est tout, et je crois que j'ai juste appris à lire le mot plus attentivement. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre toit. Ce sont les gens qui vous voient clairement et qui restent malgré tout. C'est l'honnêteté. Même quand cela coûte quelque chose, c'est un amour qui ne vous demande pas de disparaître. J'ai planté des tulipes à l'automne sans savoir si je serais là pour les voir. J'y étais.
Quoi que vous affrontiez en ce moment, quelle que soit la porte que quelqu'un essaie de vous pousser, vous avez le droit de demander au nom de qui est l'acte de propriété. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'aimerais savoir. Laissez un commentaire. Et merci sincèrement d'avoir écouté mon histoire.